est un milieu où il y a de privation sensorielle, en particulier la vue, on ne voit rien, il n'y a pas de lumière, sauf à l'amener, il n'y a pas non plus beaucoup d'odeur, donc c'est un lieu de privation sensorielle, et le cerveau a tendance à recréer des sensations, à créer des sons, à imaginer qu'il y a quelqu'un qui approche, etc. Et donc du coup, il n'y a pas de limite entre le réel et l'imaginaire. Il n'y a pas de vrai, de faux. Le faux est vrai, le vrai est faux, etc. Et puis alors, on passe à la diapo d'après. Quelque chose de très important. Donc, entre réel et imaginaire, on ne sait jamais exactement où on en est dans le monde souterrain, que ce soit nous aujourd'hui ou que ce soit les premiers hommes qui sont allés dans ce milieu souterrain. Et puis alors, quelque chose de très important, c'est que le monde souterrain est chargé de nombreux symboles dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Et là, je vous ai mis la descente aux enfers de Jésus-Christ. On aurait pu mettre des tableaux qui viennent de plein d'autres pays, de plein d'autres cultures, etc. Et donc, le monde souterrain est chargé de symboles, souvent liés à la mort, souvent liés à l'enfer, souvent liés à des choses qui ne sont pas forcément très bénéfiques. Mais on verra ça tout au long de la présentation. Et je ferai en permanence, on se baladera entre réel, imaginaire et symbole tout au long de la soirée. Et donc la première étape du monde souterrain, c'est de rentrer sous terre, et il y a plein de façons de rentrer sous terre, donc je vous ai mis quelques diapos qu'on va passer assez rapidement. La première façon de rentrer sous terre, c'est de rentrer par un porche. On va parler de grottes, donc il y a des grottes qui ont des porches, et on rentre par un grand porche, comme dans une cathédrale. Allez-y. La deuxième façon, c'est de rentrer par un trou, un petit trou comme un terrier de lapin, on en reparlera un petit peu plus tard. La troisième façon, c'est de rentrer par une fissure. Et la quatrième façon, c'est de rentrer dans une falaise. Et la dernière façon, c'est de rentrer par un puits, un gouffre, un avenne. Et la façon dont on rentre sous terre, elle conditionne après tout ce qui se passe. Et donc, ensuite, on rentre dans la nuit. Je suis désolé, on a un petit problème technique, je passe. Et nous ne sommes pas les premiers ici. C'est une photo, donc c'est pas un homme préhistorique. mais on voit que c'est quelqu'un qui rentre sous terre dans des conditions assez difficiles et qui est très peu équipé. Est-ce que vous connaissez cette image-là? C'est Alice au pays des merveilles qui suit pour rentrer sous terre. Un lapin ou un lièvre, je me rappelle plus, qui disait « je suis en retard », et brusquement il s'enfonce dans un terrier et Alice le suit. Et elle tombe dans un puits. Et elle rencontre un monde merveilleux. Donc vous vous rappelez cette histoire de monde merveilleux, elle mange des gâteaux, elle mange différentes choses, et elle change de taille. Donc il est très important sous terre de pouvoir changer de taille, parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où il vaut mieux pas être trop gros pour aller. Et on rentre dans un monde de l'imaginaire. Donc avant c'était les puissants, les gouvernants de ce monde merveilleux et souterrain, le roi et la dame de cœur. Voilà. Et tous les personnages de ce monde souterrain sont les cartes, sont les différentes cartes avec l'as, le pli, les différentes couleurs, les différentes figures. Et donc elle rencontre un certain nombre de gens, dont la chenille qui est en train de fumer un narguilé installé sur un champignon. Je crois que vous avez dû... Bon, j'ai mis tous les auteurs pour respecter la loi. Et donc, cette première étape, on rentre sous terre et on est confronté à un monde où, quelque part, la réalité peut dépasser la fiction. Donc, maintenant, on n'est plus chez Alice au pays des merveilles, on est sous terre réellement. Donc là, c'est un puits qui nous permet de descendre à la diapo d'après. Et ici, vous avez
une grotte qui s'appelle le Burlandier. Alors cette grotte, elle a une histoire assez intéressante. Vous connaissez au-dessus d'Antual l'autoroute des Géants. Et donc au moment de créer cette autoroute, il y a eu des prospections qui ont été faites pour voir ce qu'on appelle une étude d'impact, pour voir l'impact potentiel de l'autoroute. Et il ne s'agissait pas d'empêcher l'autoroute, il s'agissait de trouver l'endroit qui aurait le moins d'impact, et il ne fallait pas non plus que ça coûte trop cher. Et dans ces prospections, une nouvelle grotte a été trouvée, c'est la grotte du Burlandier. Et vous voyez, les concrétions qui sont là sont des concrétions qu'on appelle des fistuleuses, qui sont très très fines et très, très fragiles. Et pendant la période de travaux, la grotte a été équipée de capteurs de façon à faire en sorte à mesurer les vibrations et pour essayer de prévenir un risque de brisure de ces fistuleuses. Diapo d'après. Alors ici, on retourne dans le jeu de cartes, c'est la galerie de l'As de pique. Dans une grotte, c'est juste pour vous montrer que la réalité, elle dépasse la fiction, et on retrouve ici Alice au pays des merveilles, non plus le roi et la dame de cœur, mais l'As de pique, avec, vous voyez deux choses. Donc l'As de pique, il n'est pas imaginaire ici, c'est une réalité, c'est une conduite forcée qui a été créée par l'eau, qui a créé la forme en cœur inversé. Sans doute la partie centrale, c'était une fissure du calcaire, ce qui a permis de créer une forme symétrique, et au milieu vous avez ce qu'on appelle une colonne. C'est une concrétion avec une stalactite qui descend et une stalactite qui monte, qui se sont rejoints et qui font la colonne. Donc la galerie de l'As de pique. Diapo d'après. Ici, du marbre bleu dans le calcaire, avec une... En fait, on ne voit pas très bien, mais c'est une géote, c'est en forme de... Ça s'appelle la roque bleue, et c'est en forme de demi-cercle. Des petites concrétions qu'on trouve... ces concrétions se font dans l'eau. Et là, ce ne sont pas des petits filaments de champignons, ce sont aussi des petites concrétions. Tout ce qu'on a vu, en fait, toutes les concrétions qu'on a vues sont de la calcite. C'est une même matière. Donc on passe quelques concrétions. Alors celle-ci, c'est la Zoubida. La Zoubida, c'est une stalactite, elle descend, et pour des raisons inconnues, elle s'est séparée en plusieurs branches. Alors bien entendu, quand vous passez devant la Zoubida, comme quand Alice passe devant la chenille et le champignon, il faut faire très attention à ne pas casser le champignon, à ne pas casser la Zoubida, qui est très sensible à un courant d'air ou à un geste un petit peu brusque. Donc, dernier, on va très peu en parler ce soir, c'est un stalactite de lave. Vous trouvez joli ? Donc je vous explique en deux mots comment, puisque plus tard on va voir comment les grottes se forment en calcaire. Et les grottes sont essentiellement en milieu calcaire, et il y a quelques tubes de lave qui sont donc des grottes en milieu volcanique. Et en fait c'est très simple, vous imaginez le magma volcanique qui est en train de se refroidir, et à l'intérieur il y a une coulée de lave qui est plus chaude et plus liquide qui pousse et qui laisse un espace vide. Et la lave qui reste au plafond à différents endroits, elle est en fusion, elle coule, elle s'écoule, elle fait des stalactites qui descendent, et comme après elle tombe en goutte, elle fait aussi des stalagmites. Donc on trouve ça à Hawaï, les Canaries, enfin dans les zones volcaniques, et encore dans les zones qui sont en volcanisme assez actif. Maintenant, on change. Est-ce que vous avez... Ici, on retrouve, on est moins 176 000 ans avant aujourd'hui. Et vous voyez, c'est la trace de construction la plus ancienne au monde. Et c'est pas Homo sapiens sapiens, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est l'homme de Néandertal, il y a 176 000 ans. Il est rentré sous terre, il a construit ce cercle concentrique
avec plus de 200 stalactites ou stalagmites qu'il a sectionné. Pas avec une scie à diamant, hein, il a sectionné ça en maîtrisant la technique de la percussion, parce qu'il y a une façon de taper qui permet de sectionner des concrétions. Et cette grotte, à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, elle a une histoire finalement assez intéressante, parce qu'elle a révolutionné plein de choses. Jusqu'à cette datation, moins 176 000 ans, à plus ou moins 1000 ans près, on pensait que les traces les plus anciennes de l'homme sous terre, c'était autour de moins 36, moins 38 000 ans à Vallon-Pont d'Arc. J'ai toujours un problème avec le nom. Chauvet. Et en fait, on a trouvé ces traces de l'homme, non pas dans un porche de grotte, mais à 300 mètres à l'intérieur d'une grotte, ayant déplacé plus de 2 tonnes de stalactites. Donc vous voyez ici, c'est l'article qui est paru dans Nature. C'est un dessin qui a été fait pour ça. Donc on voit en haut, comme c'est Nature, c'est une revue internationale, on voit le Tarn-et-Garonne à l'échelle de la France. On voit la rivière, c'est l'Aveyron. Et puis on voit le dessin de la cavité à 336 mètres de la surface, et le dessin en 3D des 400 stalagmites ou tronçons de stalagmites accumulés et agencés de façon circulaire. Il y a 2 cercles, on voit le premier au fond. Je vais utiliser la technique. Ici, la technique... Voilà. Donc le premier cercle ici, le deuxième cercle ici. Et cette grotte, elle a été découverte par un spéléologue dans les années 90. Il y a eu quelques travaux de recherche dedans. En particulier, ils ont essayé de dater cette construction humaine. Humaine, c'est un grand mot, parce que Néandertal, on ne le considérait pas comme notre égal jusqu'à cette découverte dans cette grotte. Et donc ils ont essayé de dater ces constructions, parce qu'ils ont trouvé des traces de foyer. Et ils ont essayé de dater ça avec ce qu'on appelle la technique au carbone 14, qui est un isotope radioactif du carbone 12, donc des matières organiques qui se décomposent. Il est piégé dans un organisme vivant, et après il se décompose, il a ce qu'on appelle une période de vie autour de 5-6 000 ans, et il se décompose, et l'évolution du rapport entre le carbone 12, le carbone normal, et le carbone 14 permet de dire de dater. Sauf que le carbone 14, ça marche pendant 50 000 ans. Et ils ont daté les traces de foyer, et ils se sont aperçus que c'était supérieur à 50 000 ans. Et dans les années 90, on ne savait pas quoi faire d'autre. Donc ils ont fermé la grotte en disant on reviendra quand on saura faire mieux. Et la grotte, les travaux scientifiques ont repris en 2014 avec une technique de datation à l'uranium et au thorium. C'est un principe, c'est plus compliqué que le principe du carbone 14, mais c'est le même genre de principe, c'est la décomposition, les périodes de vie d'éléments radioactifs qui se décomposent de façon différente, et donc l'uranium se transforme en thorium, enfin bref, c'est très compliqué, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à dater cette construction par l'homme de Néandertal. Et à votre avis, comment ils ont fait pour dater? Parce que là, on date on peut dater des concrétions. On date des éléments minéraux, des concrétions. On va passer à la diapo d'après. Donc ça, c'est l'entrée. Donc Néandertal est rentré à moins 330 mètres sous terre. Donc il a affronté le noir, il a affronté... il y a plus loin, il y a une étroiture sévère, on appelle ça une chatière, où il faut beaucoup se tortiller. Donc il est rentré, et comme il ne voit rien, Néandertal, il maîtrisait la lumière.
Donc maintenant, on va regarder. Ici, vous voyez bien les deux structures. Et on va passer à la diapo qui nous permet de présenter les recherches scientifiques qui ont eu lieu dans cette grotte. Là, il y a eu ce qui se fait maintenant partout, dans plein d'endroits, une levée en 3D du plan de la grotte, de tous les éléments, de chacune des stalactites. Et ensuite, on voit ici le principe de la datation. L'uranium, thorium permet de calculer le temps à laquelle une stalactite a arrêté de pousser ou a débuté sa croissance si on la prend au pied. Et donc ils ont pris l'extrémité des stalactites qui avaient été posées par Néandertal, ils ont calculé leur âge, et c'est tellement vieux que sur ces stalactites étaient repoussés des stalagmites, et ils ont pris le pied des stalagmites de façon à calculer l'âge, la date à laquelle les nouvelles stalagmites avaient poussé, et ce qui leur permet, à plus ou moins 1000 ans près, de dire c'était il y a 176 000 ans que cet édifice humain, je dis humain, mais cet édifice a été fait par Néandertal. Et donc, en fait, vous savez, jusqu'à cette date-là, 2014, début des travaux scientifiques avec ces nouvelles techniques, publication en 2016, jusqu'à cette date-là, on pensait l'édifice humain connu le plus ancien était autour de moins 4500, moins 4700 ans avant Jésus-Christ, en Bretagne. Un genre d'oppidum. Après, ils ont fait des dolmens, et je vous rappelle, les pyramides, c'est moins 2000, moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc là, d'un seul coup, on passe de moins 4500 ans avant Jésus-Christ à moins 170 000 ans. Ce qui révolutionne totalement la façon de voir les choses. On va passer à la diapo d'après. Ici, c'est la trace du foyer. On retrouve encore un peu de carbone, même si on ne sait plus le dater. Et c'est là qu'une nouvelle technique scientifique apparaît. C'est l'archéo-anthropologie expérimentale. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Ce sont des anthropologues ou des archéologues qui essayent d'imiter les gestes de l'homme préhistorique pour voir comment il faisait. Et donc, les archéo-anthropologues ont essayé de faire des feux pour voir ce que savait faire Néandertal. Parce qu'il n'y avait pas de LED, il n'y avait pas d'électricité, donc pour aller à moins 336 mètres, ils devaient s'éclairer. Et donc ils ont essayé de faire les feux, et ils ont testé différents combustibles qui étaient à la disposition de Néandertal, du bois. Donc ils ont essayé de tester des essences qui poussaient à cette époque-là, et des eaux. Et on va voir sur la diapo d'après, qui est un peu floue. En fait, donc ils ont reconstitué avec la levée 3D toutes les places du foyer, ce qui a montré que Néandertal avait placé ses foyers de façon très judicieuse, donc très intelligente, qui lui permettait d'éclairer toute la structure sur laquelle il travaillait. On ne sait pas s'il avait éclairé tout en même temps ou tout l'un après l'autre, les feux l'un après l'autre, mais néanmoins la disposition des feux a été pensée de façon à permettre un éclairage de la structure. Donc il y avait intention en termes de construction. Donc la trace du feu plus l'intention en termes de construction, elle prouve que c'était un être humain qui avait un cerveau, qui avait une intelligence, une capacité à concevoir. Et ensuite, ils ont aussi travaillé... Est-ce que vous savez quel est le problème dans une grotte quand on fait du feu? C'est la fumée et l'asphyxie. Ça ne fait pas que tousser la fumée. Hein. Et donc... Néandertal a utilisé des os, des têtes
des têtes de fémur de gros mammifères riches en graisse, qui sont des choses qui produisent, ça sent pas très bon, mais ça fait beaucoup moins de fumée que du bois. Et donc voilà, il y a 170 000 ans, et ben, Néandertal avait l'intelligence pour aller sous terre, pour créer une construction, pour gérer le feu, pour l'éclairage, savait percuter les stalagmites et les stalactites pour les casser. Elles ont à peu près toutes la même taille, entre 30 et 38 cm. Donc je ne sais pas s'il avait 1 mètre, mais en tout cas, il avait une idée de la taille des choses. Et le mystère, c'est pourquoi il est allé là-bas. Et donc là, le mystère, vous l'emporterez avec vous, parce qu'on peut faire plein d'hypothèses. Le cercle, c'est une figure sacrée, symbolique, donc c'était peut-être un lieu de culte. Il y a des gens qui pensent qu'il est allé là-bas parce que les stalactites et les stalagmites, c'est beau, et qu'il y avait peut-être déjà un intérêt une perception pour le beau. On peut imaginer aussi, mais ça c'est peut-être plus improbable, parce qu'avec le niveau de maîtrise technique, c'est que ce soit des ados qui soient allés se faire une fête et qui aient tout cassé. Mais c'est une hypothèse sans doute peu probable, parce que c'est quand même du travail, ça fait 2 tonnes, tout ça, il a fallu s'éclairer, il a fallu affronter le noir, et on sait que Néandertal, il n'avait pas peur du noir, ni peur d'aller dans certaines grottes. Donc je vous rappelle, moins 170 000 ans, la maîtrise du feu, c'est moins 300 000 ans. Donc on est vraiment sur des périodes très très anciennes de l'humanité. Et puis maintenant on sait qu'on a tous un petit peu de Néandertal en nous, parce que Homo sapiens et Homo Néandertal se sont aimés. Donc on a tous 2, 3, 4, 5% de Néandertal, certains un peu plus que d'autres. Mais c'est pas très grave, puisque il est bien plus intelligent que ce qu'on pensait il y a quelques années. Maintenant on va remonter dans le temps. Alors, je ne vous ai pas dit ce que je vous ai préparé. En fait, j'ai fait des choix, un petit peu pour illustrer, parce qu'on va se balader de moins 170 000 ans à aujourd'hui, et on peut pas tout dire. Et donc là, maintenant, l'étape suivante, c'est la période des peintures rupestres, des grottes ornées, qui va de moins 38 000 ans. Le nom que j'ai oublié, Chauvet, à moins 10 000 ans. Et ici, on est sur une période qu'on appelle le Gravettien, qui est autour de moins 31 000 ans à moins 22 000 ans. Et donc, les années dont je vous parle sont des années, c'est pas avant Jésus-Christ, c'est before present, BP. Et non, maintenant, parce que ça bouge. Alors, le présent, c'est 1950. Mais oui, mais pour Bruniquel, ça n'a pas d'importance, 1950 ou 2020, on est à 1000 ans près. Et puis là, ça n'a pas encore... On va passer à la diapo d'après. C'est la Vénus de Lespug. Donc Gravettien, cette Vénus, elle a été datée de moins 26 000 ans à moins 24 000 ans, before present, avant 1950. Et on l'a trouvée dans une grotte à Lespug, qui est, vous voyez Toulouse, c'est un peu au sud-ouest de Toulouse, à peu près à 100 km de Toulouse, dans une petite région qui s'appelle le Comminges. Et c'est une période où les représentations, c'est hyper sexué comme représentation, on dirait de nos jours, hein, avec des fesses, des seins, c'est vraiment une Vénus avec qui renvoie à une représentation très, très sexuée, la fécondité, mais pas que la fécondité sans doute. Hein. Et à cette époque, il y a beaucoup de représentations sexuées, hommes et femmes, dans les grottes.
Donc on est sur une autre dimension symbolique de la grotte. C'est un lieu qui renvoie à la fécondité, en particulier à la fécondité avec la terre, enfin notre terre. Donc après on va passer à la gravure d'après. Est-ce que vous voyez? C'est une grotte de la même époque, enfin ornée de la même époque, qui s'appelle la grotte de Gargas et qui est très proche de l'Esplugue. J'ai oublié de vous dire, la Vénus de l'Esplugue, elle fait à peu près 15 cm de haut, et aujourd'hui elle n'est plus à l'Esplugue, elle est au Musée de l'Homme à Paris. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de rendre les œuvres d'art aux Africains, aux pays d'Afrique qu'on a colonisés, avec un argument souvent pour ne pas leur rendre, c'est qu'ils ne sauraient pas les conserver. Ils auraient pas, qu'est-ce qu'ils en feraient? Et ben à l'Esplugue, et puis à Aurignac, et puis à Gargas, il y a des musées. On pourrait très bien rapatrier cette Vénus de l'Esplugue à l'Esplugue ou pas loin. On n'est pas en Afrique, mais il n'est absolument pas question de l'enlever du musée de l'Homme. Et ici, alors, c'est la grotte de Gargas, qui est aussi une grotte ornée, juste à côté de l'Esplugue. C'est toujours sud-ouest de Toulouse, les premiers contreforts des Pyrénées, donc dans du calcaire. Et ici, comme c'était à la même époque, il y a des mains, il y a tout un tas de vous savez, les mains où on projette l'ocre autour, donc en négatif, en positif, etc. Il y a tout c'est une grotte très très riche. Et comme c'était à la même époque, longtemps ils ont cherché la Vénus de Gargas. Et finalement, ils n'ont pas trouvé la Vénus de Gargas. Et il n'y a pas la Vénus de Gargas, parce qu'ils ont le Grand Tabernacle. Ça s'appelle, c'est l'abbé Breuil, qui était un anthropologue très fameux, qui était appelé chaque fois qu'en France on découvrait une grotte ornée pour l'identifier, pour la dater, pour vérifier que c'était pas quelque chose de récent. Et donc l'abbé Breuil a sévi sur toutes les grottes ornées françaises jusque dans les années 60 et beaucoup entre deux guerres. Et donc il a appelé ça le Grand Tabernacle. Et vous voyez, c'est un vagin. La diapo d'après, c'est encore plus net. Et donc, les représentations sexuées, voire hypersexuées, et la symbolique des grottes, il y a une dimension importante, pas systématique, parce qu'il y a plein d'autres dimensions symboliques au niveau des grottes, mais l'aspect sexuel, la fécondité et la sexualité sont une composante importante de la symbolique des grottes. Donc on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais moi ça m'a fait... J'ai vu le Grand Tabernacle, et quand j'ai su que c'était l'abbé Breuil qui l'avait nommé ainsi, j'ai pas hésité, j'hésite pas à vous en parler. Maintenant on va passer moins 400 avant Jésus-Christ, l'allégorie de la caverne de Platon. Donc là, c'est une autre symbolique de la grotte, c'est la connaissance et l'ignorance. J'en suis à combien de temps? J'ai fait une demi-heure. Donc, l'allégorie de la caverne de Platon, donc ça c'est un tableau qui présente, donc ce sont des hommes enchaînés qui n'ont pas la connaissance du bien au sens métaphysique, et qui ne connaissent le monde qu'au travers d'ombres qui sont projetées par une lumière qui arrive de l'extérieur. Donc on va passer au petit schéma qui explique. Voilà, donc vous avez en haut le soleil, la lumière, la connaissance, le bien au niveau métaphysique, et en bas vous avez la grotte avec tout en bas, ici, les hommes enchaînés qui tournent le dos à la faible lumière qui est apportée par un feu. Et donc leur connaissance du monde
c'est une connaissance très imparfaite. Ce sont les projections des ombres, de leurs ombres et d'autres ombres sur la paroi de la caverne. Et ici, vous avez quelqu'un qui s'est déchaîné, et qui remonte vers l'extérieur et qui va avoir accès à la connaissance, au bien, au sens métaphysique du terme, et qui, dans un premier temps, va être ébloui par la lumière, mais qui progressivement va s'adapter et qui va devoir choisir, est-ce que je retourne ou pas avec mes comparses, ou est-ce que je continue mon chemin vers la lumière. Donc cette symbolique de la grotte sur la connaissance, à la fois lieu d'ignorance, mais aussi lieu d'initiation, elle est très importante et elle contrebalance la symbolique qu'on a vue précédemment. Hop, diapo d'après. Là, 19e siècle. Vous voyez, on avance. Hein. Donc, c'est le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et ici, c'est une photo qui a été prise. Ici commence le voyage vers le centre de la Terre qui fait 6371 km en souterrain. Donc c'est un panneau qui est au pied du Snæfellsjökull, le lieu de départ de Jules Verne pour le voyage au centre de la Terre. Diapo d'après. Vous vous rappelez le film? C'est la montagne dans le film, elle est très déchiquetée. Et bien le Snæfellsjökull, c'est ça. Ça, c'est le vrai. Et la grotte, les grottes, on est dans une zone volcanique avec des laves, et les cavités qui sont là-bas, ce sont des cavités, des tubes de lave. Donc, vous pouvez même, d'ailleurs, diapo d'après, partir vers le Stromboli. Et on va partir vers le Stromboli. Et donc là, maintenant, on va aller sur les images du livre original de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc je m'imaginais voyager à travers un diamant. Les grottes, les cavernes, c'est des lieux d'émerveillement. La diapo d'après, ce sont aussi des lieux d'exploit. Exploits sportifs, de prise de risque, d'inconnu, d'aventure. Et là, vous voyez, Phileas Fogg, il ne s'amuse pas tous les jours dans son voyage au centre de la Terre. Et là, il a des gouffres insondables à franchir. Et vous savez qu'il est parti avec une belle rousse. Et puis un méchant. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, ce voyage au centre de la Terre, Jules Verne était un visionnaire. Jules Verne était aussi un amateur de théorie scientifique. Et donc, dans son livre, il parle, c'est Phileas Fogg qui parle, le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu. Les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence. Bon, je croyais assister dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. Donc, quelque part, dans ces quelques phrases, Jules Verne, il rend compte de tout ce qu'on ressent quand on va visiter une grotte, y compris une grotte comme Orniac, une grotte aménagée, Padirac, etc., où on n'a plus l'impression d'être sur Terre. Et dernier passage sur Jules Verne. Jules Verne a écrit son livre à un moment où la théorie de la Terre creuse était une théorie scientifique très, très en vogue et très, très puissante. Donc voilà, dans le livre, je me souviens alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse, à l'intérieur de laquelle se maintenait lumineux par
par suite de sa pression, Laquelle dans l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression, tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leur mystérieuse orbite. Aurait-il dit vrai? Jules Verne répond, il adhère à la théorie de la Terre creuse. Diapo d'après, on voit dans une des illustrations, il est bien dans une Terre creuse. Et là, maintenant, je vous mets le dessin de la Terre creuse. Nous, on est en surface. Il y a deux trous, deux pôles qui permettent de rentrer dans un monde au sein de la Terre.